Merci Annabelle. Donc on va maintenant passer la parole à la salle pour entendre vos commentaires, réflexions sur ce qui a été dit. Je ne sais pas si on peut se servir des micros pour chaque... Enfin, si c'est possible, ce sera peut-être plus... Oui, si les normes de Bologne sont évitables, qu'en est-il des normes du classement de Shanghai? On va peut-être prendre 3-4 commentaires et puis repasser ensuite la parole aux orateurs. Il faut se déplacer pour les micros. Il y a la caméra, oui, il y a le... Oui. Je pense qu'il faut aussi qu'on parle de l'effet de Bologne et compagnie dans le contenu des connaissances. C'est-à-dire, moi je suis mathématicien, j'ai remarqué à quel point, depuis l'européanisation, la notion même de démonstration se trouve marginalisée. J'ai le sentiment que dans ma discipline, on est en train de revenir à l'époque babylonienne, c'est-à-dire de promouvoir des savoir-faire et pas des connaissances. Je pense aussi que cette question d'opposition entre savoir-faire et connaissance est assez centrale dans les évolutions qui ont lieu en ce moment. Et je crois aussi qu'il y a un vrai combat à faire dans toutes les disciplines sur la défense des connaissances qu'on veut mettre sous le tapis. Je pense par exemple en histoire, il n'est pas de bon ton de parler de la Révolution française, par exemple. Et ça va dans plein d'aspects. L'économie de la connaissance, comme on dit, ça veut dire que la connaissance devient une marchandise. Cette marchandisation est aussi une façon de changer le contenu même de qu'est-ce que ça veut dire le mot connaissance. Pour savoir à quel point ça peut être dangereux, essayons de penser ce que ça pourrait vouloir dire, c'est l'économie de l'amour par rapport à l'amour comme on le connaît. Voilà. Je suis chercheur à l'INRA. J'ai particulièrement apprécié l'intervention de Pierre-Yves, mais je voudrais rajouter une chose, à mon avis, qui me semble importante, un autre invariant, qui est par ailleurs directement lié à la question de la précarité, c'est le fait qu'avec le processus de Bologne, on est passé d'une situation où, en France, mais également, à ma connaissance, dans toute l'Europe, on avait des financements au niveau universitaire comme au niveau des organismes de recherche pour ce qui concerne notre pays, qui étaient des financements d'État dominants et qui permettaient, d'une certaine manière, une liberté par rapport au développement de la recherche comme par rapport au développement de l'enseignement. Avec le processus de Bologne, et ça a été rappelé tout à l'heure sur la question du PCRD, enfin du programme cadre européen qui venait en filiation directe, c'est un passage dominant vers le financement sur projet, avec le lot de précarité associé, et ceci est valable par rapport à l'ensemble des pays. Je pense qu'une des questions sur un programme à développer pour restaurer le développement de la recherche et de l'université au compte de toute la population a à prendre ce point comme un point central. Et bon, aujourd'hui, un certain nombre d'organisations syndicales, dont la mienne, est en train de développer une bataille sur ce plan-là, mais je pense qu'un relais au plan politique est d'une importance considérable. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est dans toutes les interventions, il y a un petit aspect qui m'a gêné, y compris quand la camarade tout à l'heure dit les collègues. Moi, je dirais des collègues. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'aient pas été jusqu'au bout sur tout ce qui était marqué dans Bologne, Lisbonne, etc., c'est lié à la résistance, qu'elle soit directe ou passive, mais à la résistance des personnels, des enseignants,
plus globalement de la population. Et je prendrai un seul exemple, c'est sur les organismes publics nationaux de recherche, qui sont une spécificité en France. L'objectif était effectivement de casser ces organismes nationaux pour aboutir à une situation de régionalisation totale et de passage avec les universités. Ils y sont arrivés partiellement, mais seulement très partiellement. De la même manière pour le statut de chercheur à plein temps. Il reste aujourd'hui. Et je pense que ce sont des éléments importants à prendre en compte. C'est que ce n'est pas seulement des aspects mécaniques qui ont fait qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, mais c'est du fait de la résistance active ou passive des personnels. Merci. Oui, donc on va prendre encore 2 interventions et puis... Donc Christophe Pébart, historien. Moi, je voulais revenir sur justement la tension entre systèmes nationaux et réalité européenne. Et en prenant l'exemple de la France, tout à l'heure, Pierre-Yves a dit que l'université française naissait avec le Premier Empire, mais je crois qu'il y a aussi une autre. Enfin, c'est toujours un enjeu quand on est historien de savoir quelle est la date de naissance, et donc on peut en discuter. Moi, je pense, avec les travaux de Christophe Charles, qu'il est peut-être plus intéressant, voire pertinent pour nous, de dater l'origine de l'université telle que nous la connaissons avec la Troisième République. Et en particulier en 1877, où du jour au lendemain, on crée des centaines de postes de maîtres de conférences pour faire vivre, puisque je vous rappelle qu'avant, il n'y a pas d'étudiants, et que les premiers, on invente les cours fermés, enfin, on invente l'université telle que nous la connaissons, qui s'extrait un peu du monde social, puisqu'auparavant, on parle de cours ouverts, cours fermés, enfin, vous voyez, les mots eux-mêmes ont un sens. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il faut regarder justement les objectifs. Pourquoi on crée l'université dans les années 1870, où on la recrée, on la refonde, peu importe les termes, parce qu'il s'agit non pas de reproduire les élites, mais d'en produire de nouvelles, et de venir concurrencer ou enrichir des élites qui sont pour l'essentiel catholiques et qui ne sont pas républicaines. Donc il s'agit de produire des élites et en même temps de stabiliser les élites issues du monde ouvrier dans un monde social bourgeois, tranquille, et donc c'est des élites qui viennent compléter. On a plein de textes et le livre de Christophe Charles, Naissance des intellectuels, le montre très très bien. Et c'est ensuite dans un deuxième temps que la question sociale étant posée dans les années 1880, qu'une partie du monde ouvrier de ces élites commence à se demander mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Où est la République sociale que l'université nous promettait d'instaurer? Et là, on a déjà une deuxième étape. Donc on voit que derrière l'université, je dirais qu'il y a une double dimension qui est apparue dans les discussions et qui permet, je crois, de comprendre cette tension entre une échelle européenne et un échelon national. C'est que l'université, au fond, elle est à la fois le reflet et l'anticipation du monde social dans lequel elle est inscrite. Elle est le reflet, parce que bien sûr, elle a à voir avec les élites, la production des élites et la question de la reproduction. Mais elle est aussi une anticipation, puisqu'elle a à produire les élites nouvelles dans le cadre de la conception nouvelle de la société. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup changé historiquement. La question de la reproduction posée dans les années 60 par Pierre Bourdieu n'a aucun sens dans les années 1870, puisqu'on produit des élites nouvelles. Donc il y a une tension toujours entre reproduction et production des élites. Pourquoi? Parce que derrière, et c'est là où on revient sur la question européenne et les questions nationales, il y a la question d'un même principe de vision et division du monde social qui est pensé au niveau européen et qui ensuite s'applique sur des réalités nationales bien différentes. Et moi, je crois que c'est cette tension-là que nous voyons. Et donc ce que nous appelons résistance, c'est aussi des résistances qui sont liées à nos conceptions. Pierre-Yves a parlé justement de de l'ambition anthropologique qui est portée par un certain nombre de réformes au niveau européen, et je crois qu'il a eu parfaitement raison d'insister là-dessus. Mais la question du temps, nous devons nous aussi la voir nous-mêmes sociologiquement comme un problème, puisque je renvoie aux méditations pascaliennes, c'est bien connu, quand Pierre Bourdieu explique que cette conception du temps des universitaires, elle est marquée sociologiquement. C'est pas la conception du temps de tout le monde. Donc avoir le temps, c'est pas simplement à l'université que la question se pose. Tous les précaires n'ont pas le temps. Il n'y a pas que les précaires de l'université qui n'ont pas le temps. C'est le propre même des plus pauvres de ne pas avoir le temps. Donc on voit que derrière, il y a une tension permanente et que les questions universitaires, elles sont toujours, de mon point de vue, la mise en évidence, voire la mise en nu des tensions sociales qui sont le reflet des contradictions entre, disons, une pulsion égalitaire, une pulsion vers une ouverture des élites et une pulsion contradictoire de fermeture, de reproduction et de mise à l'écart de tout ce qui pourrait venir reposer à nouveau frais la question sociale. Donc on va prendre une dernière intervention. Vous vouliez? Ok, merci beaucoup. Oui, moi je voulais revenir sur la discussion que vous aviez sur les écoles d'élite. Pour moi, il est assez clair que c'est pas du tout un hasard que ce soit
en France, Sciences Po et Polytechnique qui refusent l'IDEX, et que en Angleterre, Oxford et Cambridge puissent ignorer l'Europe, parce que bien sûr, ce sont des écoles d'excellence et ce sont des institutions qui ont des ressources symboliques, matérielles énormes qui leur permettent de résister. Donc je pense que la question qui suit, c'est comment faire, et on voit bien aujourd'hui que toutes les universités qui sont dans des statuts formels ou informels de rang plus moyen ou plus bas, il y a des effets de réputation hyper importants, ces écoles-là jouent le jeu. Et elles jouent le jeu parce qu'elles y sont beaucoup plus évidemment contraintes que les autres. Et donc la question, c'est comment faire pour que celles-là, précisément, rentrent en résistance. Parce que pour moi, c'est pas... je veux dire, c'est pas, comment dire, un exploit de la part de ces institutions-là de pouvoir résister. Elles ont tout pour le faire. Donc, on va repasser la parole aux intervenants. Donc, Patricia avait demandé la parole. Oui, moi juste deux remarques par rapport à votre intervention, à vos interventions, Annabelle et Pierre-Yves. Je crois que d'une part, le processus de Bologne, c'est pas vraiment un cadre juridique précisément. C'est ça. Je suis absolument pas une défenseuse du processus, mais juste pour bien comprendre, il n'y a pas de cadre juridique. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que on est vraiment au niveau ministériel, puisque c'est ça qui se joue. C'est donc pas des traités. C'est juste des déclarations qui sont signées, qui n'impliquent absolument rien. Et ce qui est quand même très fort. Enfin, je dis fort au sens de dire comment est-ce qu'on peut résister à ça. Justement, c'est que les États, d'abord, eux-mêmes ont intériorisé, et ensuite les parties, ce qui s'appelle justement les stakeholders, ce qui n'est pas neutre comme terme, c'est dans la vie des entreprises qu'on parle de ça pour les actionnaires. Ils ont fait ça parce qu'ils ont fait ça totalement en cogestion avec les étudiants, à travers les U, avec l'EUA, les recteurs, avec dedans les représentants des agences qualité. Enfin, il y a comme ça des membres consultatifs qui, du coup, ensuite, c'est tous ces bureaucrates je crois qu'on parlera de ces bureaucrates du marché, parce que ça, c'est mon deuxième lien par rapport à Pierre-Yves, c'est que moi, je crois qu'il faut quand même pas sous-estimer la question du marché qu'a créé quand même tout ça, notamment si on se met dans une perspective globale, aussi, enfin mondiale, parce que n'oublions pas en termes de frais d'inscription, par exemple, tu as tout à fait raison, au fond, ce qui est évident, c'est que c'est pas une fatalité, ça n'est pas le TINA de Margaret Thatcher, il y a d'autres alternatives, mais en matière internationale, quand même, ce qui s'est passé avec cette idée de compétitivité pour attirer des gens en Europe dans la logique de compétition qui après est complètement liée à Shanghai. Madame, vous disiez les normes de Bologne par rapport aux normes de Shanghai. C'est évidemment complètement lié. Et pourquoi il y a eu Shanghai aussi? Parce qu'on était dans un grand marché mondial et que dans un marché, on classe. Regardez ce qui se passe dans les entreprises. Il y a les meilleurs, il y a des classements. Et là, du coup, les normes sont revenues les mêmes. Et juste un point, c'est de dire que dans cette logique-là, la bataille pour les élites, parce que Bologne n'est absolument pas, alors là je pense que c'est assez clair, elle n'a pas été faite pour les universités d'excellence et les centres de Shanghai. Bologne, c'est là où c'est quand même intéressant de voir que ça a été fait pour le reste, au fond, pour la masse. Et pour se dire, cette masse, justement, il ne faut pas qu'elle forme que des masters ou que des doctorats, il faut qu'elle forme un premier cycle de bachelor employable. De manière à ce que ça coûte quand même moins cher aussi à l'État, puisque, comme tu l'as dit, il ne s'agit pas d'augmenter les ressources publiques, puisqu'il s'agit de développer un marché privé. Parce que c'est aussi un peu ça qui est lié. Donc je crois que c'est pour ça que moi, la dynamique européenne, et il y a des marchés, si vous voulez, Bologne, ça a fait des petits dans la logique de la compétition, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, où ils essayent aussi de mettre des normes qui sont alignées sur l'Empire britannique. Là, je partage à fond. Parce que Bologne, quand vous regardez les gens qui travaillent dedans, c'est l'idéologie anglo-saxonne de la QA, Quality Assurance, Qualification Framework, Learning Outcomes, tous ces trucs-là, c'est complètement hérité de la tradition anglo-saxonne, peut-être au sens large. Et c'est pas du tout un modèle européen qu'on a fait, c'est un alignement sur ce modèle-là. Et dans la perspective de faire payer aussi les étudiants internationaux. Parce que ça a quand même marché dans notre affaire. Regarde des pays comme la Suède. Ils ont mis, maintenant le Danemark, des droits pour les étudiants non européens. Et c'est ce qui va nous arriver très bientôt, puisque moi, quand j'étais au ministère, je dois vous le dire, on nous demandait de faire des notes pour voir ce que ça pourrait rapporter de faire payer les étudiants. On avait trouvé 2 à 400 millions. Alors, il s'était dit, le gouvernement précédent n'avait pas envie de faire un esclandre là-dessus, en disant, finalement, peut-être pour 200 millions. Et puis, si on commence à faire payer, alors qu'on a 50% d'étrangers qui viennent des pays francophones, africains, zut, comment on va faire? Alors, il va falloir faire des exceptions. Je vous assure, c'était ça les discussions qu'on avait. Mais ces notes-là, elles sont encore sur l'agenda, comme ils disent. Et c'est pour ça que c'est difficile de dissocier, je pense, la logique de marché dans laquelle la précarité, alors là, est évidemment mondiale. Oui, donc je souscris en particulier au dernier point sur le fait que pas de frais d'inscription, c'est pas de frais d'inscription pour les résidents nationaux.
Là, par contre, c'est très clair que l'explosion des frais d'inscription pour les non-résidents nationaux, c'est quelque chose qui s'observe de façon beaucoup plus massive, y compris dans des pays traditionnellement très attachés à la gratuité, etc. Tu as cité la Suède. Hein. Et avec des effets, bien sûr, complètement contradictoires par rapport aux objectifs de drainage des meilleurs, etc., sur les marchés internationaux, puisque là, on a un exemple très précis pour ce qui est de la France. Il y avait un accord de coopération franco-québécois sur lequel j'étais amené à travailler ces dernières semaines suite à une demande faite au groupe, d'ailleurs. L'université québécoise était gratuite, hein, donc c'était très pratique. La coopération franco-québécoise universitaire, c'était un échange de lettres entre les deux ministres dans les années 70 pour dire voilà, on fait une coopération, et c'était bon, c'était réglementé par ces deux lettres. Bon. Évidemment, le Québec est passé à une explosion des frais d'inscription, là pour le coup une vraie, quelque chose de massif, qui a déclenché des révoltes étudiantes. Le gouvernement a tenu, hein, le gouvernement québécois a tenu, les frais d'inscription au Québec sont prohibitifs. L'accord franco-québécois de coopération a dû être intégralement réécrit, parce que d'un côté, il y a une université virtuellement gratuite, de l'autre, il y a une université, prohibitive, et l'accord disait c'est gratuit pour tout le monde, donc les universités québécoises ne voulaient pas accueillir gratuitement les étudiants français. Alors, le problème au passage pour Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, parce qu'évidemment, eux, l'université francophone la plus proche, il y a Brest, et puis sinon il y a Montréal, donc ils vont à Montréal, quoi. Et ils vont pas traverser l'Atlantique. Et cette coopération universitaire est en train de mourir, très clairement, je veux dire. Elle a été réécrite par Valls, donc je vous laisse imaginer les garanties protectrices pour les étudiants concernés. Et bon, enfin, et ça va mal. Enfin, ce dispositif est en train de mourir. Donc, les coopérations internationales là sont directement menacées par ce biais-là. Je souscris tout à fait à ce que tu as dit sur les financements par projet. Hein. C'est le nerf de la guerre de toute façon. Et bien sûr que ça va de pair. C'est le rapport au temps dans la recherche. Il est aussi conditionné par les quadriennaux, les quinquennaux, etc. D'ailleurs aussi dans l'enseignement, puisqu'on a maintenant nos quadriennaux et quinquennaux d'université où on se demande, je suis en allemand, hein, à chaque quadriennal, on se demande si la licence va fermer. Hein, bon, et elle finira par fermer. Bon. Désolé pour le spoiler, mais donc bien sûr, hein, les systèmes de projet, c'est un instrument décisif dans le contrôle. Le financement non pérenne, c'est le cœur du passage au contrôle des établissements, de la recherche, de l'enseignement, de la formation, etc. Pour ce qui est des résistances d'universités de taille moyenne, je serais assez pessimiste. Quand on voit une loi comme Parcoursup, c'est une loi qui est conçue pour donner toute la mesure de son potentiel de nuisance dès lors qu'une seule université l'applique. Ça sert à rien. Je suis très content dans une université qui a dit on met tout le monde premier ex aequo, si c'est pas ce qui s'est passé. Je suis très content dans une université comme ça, mais ça veut juste dire qu'au ministère, on va y classer université de rétention. C'est pas grave, du moment qu'il y a au moins une université de SHS qui ne joue pas le jeu. C'est pas grave. Donc Parcoursup, c'est une loi. Trouvez-moi 3 universités en France qui l'appliquent à fond, c'est fini. Donc les universités de taille moyenne, dans l'affaire, il y aura toujours Sorbonne Université, PSL et Aix-Marseille ou Strasbourg pour jouer le jeu, et c'est fini. Donc, pour moi, les résistances, enfin, c'est très important pour enrayer le dispositif, pour gagner du temps, pour le coup, mais la réponse, elle peut être que nationale et elle peut être que politique, je veux dire. Hein. Enfin, il faudra une autre loi. Parce que cette loi est vraiment, elle a été bâclée, elle est bricolée, elle marche pas, etc. Ok, mais il y a au moins un truc qui marche, c'est que c'est conçu pour fonctionner à plein régime dès lors qu'un établissement a dit oui. Et ils y sont arrivés à ça. Hein. Et puis, oui, bon, 1806, 1877, de toute façon, masse de granit d'un côté et réfection complète des masses de granit 70 ans plus tard, en même temps qu'on reconstruit une fonction publique, on réaménage le territoire, l'organisation de la République. Enfin, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as raconté sur le fait qu'il s'agit de produire les élites, enfin la forme étatique et les élites qui vont la mener. Hein.
Alors, merci beaucoup pour ces questions. Peut-être commencer par celle qui me concerne le plus, si j'ose dire, parce que je travaille sur justement ces établissements dits d'excellence, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Donc, la question de Stéphanie sur les écoles d'élite et sur la résistance, évidemment, c'est parce qu'elles bénéficient de ressources matérielles, c'est-à-dire financières, mais aussi symboliques, réputationnelles, qui s'ancrent dans une tradition extrêmement longue, aussi parce qu'elles ont des liens avec des groupes sociaux et professionnels extrêmement particuliers. Et là, je me demande, en complément peut-être avec la réponse de Pierre-Yves, s'il n'y a pas quelque chose à jouer pour les universités moyennes ou pour certains établissements comme les IUT, sur le lien avec des tissus économiques locaux, pour justement résister au nom de la vivacité de ce tissu économique local, pour résister aux normes nationales ou internationales européennes qui nous sont imposées, ou que l'on s'impose à nous-mêmes, plus exactement. Mais évidemment, c'est ouvert à la discussion. Concernant les normes du classement de Shanghai, peut-on éviter le classement de Shanghai? J'ai presque envie de dire que c'est plus facile d'éviter le classement de Shanghai que d'éviter d'autres types de classements. Il suffit simplement de ne pas le lire et de pas le diffuser soi-même. Et ça a l'air d'être très évident comme ça. C'est évidemment, ça ne l'est pas, mais la force du classement de Shanghai, c'est évidemment une force discursive. À partir du moment où on ne mobilise pas le classement de Shanghai dans nos discours, le classement de Shanghai n'existe pas. Donc il n'a pas d'effet. Il a d'autant moins d'effet qu'en général, le classement de Shanghai, on s'intéresse à ceux qui sont dans les 20 premiers au grand maximum. Pour les autres universités, on ne sait jamais, l'université d'Amiens, où est-elle dans le classement de Shanghai? Je ne sais pas. Je serais incapable de le dire, et tant mieux. Et tant mieux. Il faut que ça reste comme ça. Donc le classement de Shanghai, ne le mobilisons pas, et c'est en cela qu'on pourra l'éviter, je pense. Le classement de Shanghai comme tout un ensemble de classements, tout simplement. Pardon ? Nous ne le mobilisons pas, sauf que je peux vous dire que là, vraiment pour les avoir entendus au ministère, oui, c'est quand même ce qui mobilise les politiques publiques de pratiquement un grand nombre de pays dans le monde, y compris en Afrique, où les gens se disent je veux mon université dans le classement de Shanghai. Alors évidemment en Arabie Saoudite aussi c'est clair. Oui, donc c'est vrai que c'est ça, comment on peut faire pour lutter contre nous, moi, à l'université Créteil, je peux vous assurer qu'on s'assoit sur le classement de Shanghai. On sait qu'on n'y sera jamais vraiment visible. Mais le problème c'est au niveau des politiques publiques. Comment on peut faire pour que ça sorte? Alors, je pense que de l'intérieur, c'est impossible à changer. Je suis pas sûre. Vous qui avez travaillé au ministère, ce qui n'est pas mon cas, je pense que vous pouvez constater que c'est pas au niveau des politiques publiques que ça se joue. J'ai participé à un colloque il y a peu de temps avec des journalistes et des producteurs des classements, et je pense que c'est là que ça se joue. C'est dans la discussion, la négociation des critères. Et en fait, les établissements d'élite l'ont complètement compris. Pourquoi Sciences Po est rentré dans certains classements comme le QS il y a quelques années? Parce qu'ils sont rentrés dans les comités d'administration, de direction de ce type de classement, tout simplement, et ils ont négocié les critères. Tout simplement. Donc, je pense que ça se joue pas du tout au niveau des politiques publiques, mais c'est un point de vue personnel. Concernant le contenu des connaissances et la standardisation du contenu des connaissances, ce qui est très intéressant et effrayant aussi, c'est à quel point les étudiants ont un poids dans cette standardisation. C'est-à-dire que mes étudiants, en sociologie, j'ai aussi des étudiants en sciences de l'éducation, sont en demande de professionnalisation pour tout un ensemble de raisons sociologiques qui s'expliquent. Évidemment, ils vont à l'université aussi pour trouver un emploi à la suite. Et c'est ça aussi qui a un effet sur la standardisation des connaissances. D'où la nécessité, c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau en tant qu'enseignant, d'où la nécessité de leur rappeler que ce qui est important, y compris sur le marché du travail, c'est pas seulement d'avoir validé l'UE professionnalisation dans le diplôme X ou Y de l'université d'Amiens, c'est tout simplement d'avoir appris à réfléchir de manière autonome, s'émanciper, développer un savoir critique, un point de vue critique sur l'actualité, etc., pour pouvoir s'émanciper. Et je pense que ça passe non seulement par une action au niveau national et au niveau des politiques publiques, mais aussi simplement au niveau, plus modestement si j'ose dire, au niveau des collègues,
certains collègues, et le rappel que c'est au prof, c'est à l'universitaire de fixer son contenu et de rappeler aux étudiants que la professionnalisation, elle passe aussi, et in fine, elle passe plutôt par justement la distance à l'égard de cette professionnalisation. Quand vous regardez des études de sociologie sur l'insertion des diplômés, et notamment le poids et l'importance du diplôme de grande école ou d'université dite prestigieuse ou d'excellence sur le marché du travail, on voit que finalement ce sont les étudiants qui sont les moins spécialisés ou les plus capables de jouer avec ce panel ou ce portfolio de compétences, vous excuserez le terme, qui s'en sortent le mieux. Donc qui sont capables de se distancier de ces savoir-faire spécialisés. Et c'est à nous, je pense, d'expliquer ça aux étudiants pour pouvoir se sortir d'une lecture standardisée des connaissances. Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans la standardisation des connaissances à prendre en compte. Sur je suis tout à fait d'accord avec les collègues à la fois sur les financements par projet et sur la perspective historique et le lien entre systèmes nationaux et globalisation, production et reproduction des élites. Je ne pourrais pas dire mieux. Moi, petite sociologue, je ne me permettrais pas de faire une leçon d'histoire à d'éminents historiens. Voilà, merci beaucoup. Donc on repasse, j'ai vu que beaucoup de gens avaient demandé la parole, donc allez-y.